Messieurs et dames, bien bonjour, bien bonsoir. Merci à vous et bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission Martinique 2035 qui s'annoulait. Donc c'est le magazine de l'avenir collectif optimiste. Et pour ce premier numéro-là, donc j'ai l'honneur, l'avantage donc de converser avec Monsieur Christian Ursulé. Bonsoir, Monsieur Christian Ursulé. Bonsoir, cher Olivier Jean-Marie, et puis bonsoir aux téléspectateurs de Martinique et aux Martiniquais en général. Alors, Monsieur Christian Ursulé, vous vous présentez souvent comme un militant du bien public. Alors, vous allez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un militant du bien public et pourquoi c'est important qu'on ait des militants du bien public en Martinique en 2024? D'accord. Ben, je n'ai pas été que militant du bien public, hein, justement. J'ai été militant de l'AGEAG, une association étudiante. J'ai été militant et dirigeant du GRS. J'ai été, pendant 2 ans, assez récemment, militant du PPM, me rattachant à la mouvance de Césaire, quoi, des idées de Césaire. Là, je suis détaché de tout ça. J'ai choisi cette appellation-là, militant du bien public, parce que finalement, c'est très marqué politiquement. Je suis à gauche, anticolonialiste, mais j'ai une liberté totale et de pensée et de parole. Et ça me paraît très important que dans la Martinique d'aujourd'hui, on arrête un peu les batailles de clans inutiles et qu'on puisse se rassembler autour d'idées critiques et de liberté de parole et d'intégrité personnelle. Et c'est ce que je défends. Je pense qu'il en faudrait beaucoup aussi. D'accord, très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir en détail sur votre parcours dans la 3e partie de cette émission-là. Sans problème. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez nous donner, communiquer, en fait, quand je dirais les grands traits de la Martinique de 2035 dans laquelle vous souhaitez vivre. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'un exercice prospectif où on vous demande qu'est-ce qui va se passer en 2035. Oui, mais qu'est-ce que vous, en fait, quand vous souhaitez rencontrer dans cette Martinique de 2035-là? Donc, on va faire un voyage intertemporel. On se réveille. On est le 1er janvier 2035-là. Et vous êtes dans la Martinique, dans le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Comment ça se passe? Donnez-nous quelques détails de cet environnement de 2035. Oh là là, exercice vraiment très, très, très difficile, hein, parce que d'abord 2035 c'est assez proche finalement, parce qu'on est en 24, donc 25 c'est demain, dans quelques semaines on va dire, donc ça fait 10 ans. 10 ans c'est 2 mandatures de président de la République par exemple, donc oui, c'est quand même, pour que les gens comprennent, c'est quand même assez rapide. Oui. Donc je pense qu'on pourrait avoir, j'espère en tout cas, si on est optimiste, des grands traits, des choses qui sont vraiment positivement en cours, mais qui ne seront pas forcément réalisées, tellement la Martinique a des choses importantes, à mon avis, à faire et qui devraient changer. La première chose que je pourrais dire, que je souhaite, c'est que le monde soit différent, parce que le monde nous impacte. Ça impacte notre morale, ça impacte concrètement tout, quoi. La manière dont on regarde les choses, les moyens des institutions politiques et des pouvoirs, tout. Donc j'aurais aimé qu'il n'y ait plus du tout, dans aucun gouvernement du monde, ni des Trump, ni des Poutine, ni des Netanyahou, ni des Mélanie, ni des Organes, ni des Erdogan, ni des Le Pen. Hein, surtout pas Le Pen demain. Voilà, j'aurais aimé ça. Et puis, évidemment, la Martinique, pour qu'elle avance, je pense qu'il y a des conditions. Ça, il faut que le pays s'apaise un peu, il faut de la compétence et du travail, il faut aimer d'abord le pays plus que soi. Ça, c'est un gros problème. Il faut aimer le pays plus que soi pour que ce qui motive ceux qui s'engagent ne soit pas d'abord les intérêts personnels. Si ça s'est réuni, on peut progresser dans l'économie, dans le social, dans tout, mais ces conditions-là doivent être réunies. Oui, promouvoir donc l'esprit de service et de sacrifice, c'est ça? Alors, sacrifice, c'est un bien grand mot, oui. Mais de service sûr. D'engagement sûr, quoi, d'intégrité sûre, quoi, de travail, d'opiniâtreté, de volonté, d'indépendance d'esprit, de capacité de se remettre en cause, d'humilité, ça c'est sûr. Très bien. Alors, pour vous, dans cette Martinique-là de 2035,
en matière je dirais, d'environnement, d'infrastructure, quoi. Quelle relation on a avec notre milieu vivant en 2035? Déjà, on est menacé, hein, parce que la planète est menacée, l'air, le réchauffement climatique, on aura des phénomènes climatiques de plus en plus nombreux. Donc, je pense qu'il est grave. Donc, je pense qu'on a intérêt à s'inscrire dans la logique de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la situation. Mais cette petite Martinique, si elle commençait par progresser elle-même sur son propre terrain. Je pense par exemple à l'énergie. Pourquoi on continuerait en 2035 à importer des trucs qui viennent de 8000 ou 10 000 km à des prix faramineux, alors qu'on a le soleil, qu'on a le vent, qu'on a la géothermie, qu'on peut avoir qu'on a la mer. Donc je pense que là, il y a de quoi faire. Le transport, par exemple. Vous pensez qu'on aurait dû arrêter un chantier comme celui du TCSP qui a commencé? Je me souviens, j'habitais le Mont Calbas à l'époque. Oui. On était en 1963. Il me semble que les travaux ont commencé là. Nous n'aurions pas pu avoir un TCSP qui va dans le nord, qui va dans les nord, on va dire, et qui va dans le sud, au moins jusqu'à Sainte-Luce ou le Marais. On n'aurait pas pu avoir un transport maritime, alors qu'à l'époque, les gens prenaient le bateau du Lamentin pour aller à Fort-de-France. On n'aurait pas pu avoir le Fort-de-France à Saint-Pierre. Voilà, un transport maritime moderne aujourd'hui qui irait, parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus difficile, et je crois que ça l'est, entre le Diamant et Sainte-Anne, à cause de la mer. Mais en fait, entre des Anse-Darlé à Saint-Pierre, on n'aurait pas pu avoir un transport maritime digne de ce nom. Voilà, pour ça. On n'aurait pas pu avoir un port éclaté qui commerce avec la Caraïbe. Enfin, je pense qu'il le faut. Je suis allé à Barbade et je me suis retrouvé par hasard, parce que mon avion, j'allais aux États-Unis, j'étais obligé de dormir à Barbade. Je me retrouve le lundi matin à l'aéroport de Barbade, mais j'ai été choqué en tant que Martiniquais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines de jeunes Barbadiens qui prenaient l'avion pour aller à leur université en Jamaïque, à Trinidad, dans toute la Caraïbe. Quoi. Donc et nous, on a même un petit maillage sérieux avec les îles de la Caraïbe. Donc j'aimerais que tout ça se fasse. Et puis, en matière d'environnement, les déchets, la Martinique ne peut pas être propre. Alors, il faut évidemment des services compétents, mais nous, Martiniquais, si nous disons un pays, nous pouvons être propres nous-mêmes. Là, on arrive en feu, la Dillon, là, et puis laisser le tour à carité, quoi, mon gavrier, pot, yaourt, des papiers gras, des restes de McDo et tout, c'est un scandale. Nous détestons le pays, nous ne l'aimons pas. En tout cas, nous n'aimons pas nos enfants au point de laisser le pays propre pour nos enfants. Donc, j'enjoins les Martiniquais à progresser sur ce terrain-là pour qu'on ait une Martinique belle, propre et voilà, qui accueille. Très bien. Donc, une Martinique bien préparée donc, aux enjeux climatiques. Une Martinique bien organisée au niveau du transport donc terrestre et maritime. Une Martinique qui soit propre. Une Martinique aussi interconnectée à la Caraïbe. À la Caraïbe. Voilà, tout à fait. Bien intégrée donc, à la Caraïbe. Et puis, vous avez abordé la question aussi donc, de l'économie du port. Donc, quelle économie dans cette Martinique de 2035 là? Alors, c'est bien parce que l'actualité, quand même, aujourd'hui, on est en plein dedans, quand même. Alors, vous voyez qu'on fait tout. Il y a ces crises répétées. Et puis, on arrive en 2035 et on n'aura pas encore franchi le pas de faire que la Martinique soit autonome du point de vue alimentaire, qu'on importe encore plus de 80% de ce que nous mangeons. C'est-à-dire que nous survie, nous, qu'à dépendre de commerçants qui ont importé des produits pour enrichir Koyo. Ça veut dire quoi? Donc j'espère que la Martinique aura fait de tels progrès que des terres seront récupérées d'une manière ou d'une autre, seront mises au service de la collectivité et au service des jeunes agriculteurs, et que nous pourrons diversifier non seulement la production agricole pour nous nourrir, et faire de très grands progrès en matière d'élevage, etc., pour que nous soyons un peu autonomes alimentairement. Et puis, mais il n'y a pas que ça, hein, ça je le dis, il n'y a pas que ça. Je pense que, par exemple, en matière de tourisme, par exemple, ça c'est une manne, le tourisme, puisque notre île est l'une des plus belles de la Caraïbe, la plus boisée, qui a de l'eau, alors qu'on pourrait exporter de l'eau aujourd'hui, etc., ailleurs, même dans la Caraïbe. Donc, on pourrait avoir un tourisme condamné dans ce que c'est aujourd'hui dans l'hôtellerie. Mais s'il y a une hôtellerie, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas concurrentielle avec les pays à côté. Mais une hôtellerie de haut niveau, 5 étoiles. Une hôtellerie haut de gamme. Une hôtellerie aussi, enfin une hôtellerie. Des touristes qui sont, comme ça se développe très vite chez l'habitant, avec des structures de ce genre-là. Et puis surtout, qu'on pense à la capacité de la Martinique, qui est entre les Amériques et l'Europe, à faire
à systématiser des rencontres sportives, des rencontres des événements culturels de niveau international et des congrès internationaux. Parce qu'en matière médicale, en matière scientifique, on peut faire de la Martinique un centre de réflexion et d'échange à ce niveau-là. C'est un apport considérable. Et puis le tourisme vert, avec la montagne Pelée, avec tout ça. Donc on a de quoi faire. Oui, donc autonomie alimentaire. Donc l'agriculture qui va bien avec, le tourisme développé, tourisme haut de gamme, tourisme intégré, tourisme vert, mais il n'y a pas que ça. Il y a le commerce, par exemple. Mais évidemment, il faut importer. J'espère qu'on aura cassé les monopoles, cassé les exclusivités d'importation, changé le mode de tarification du transport maritime, diversifier d'ailleurs l'offre de transport maritime, et puis faire que, pourquoi pas, il y ait un réseau de petits distributeurs à la Martinique qui respectent un cahier des charges avec des prix qui conviennent aux gens. Et vous voyez, donc je pense que la Martinique il appartient à l'autorité politique d'aller dans cette direction-là, pour faire que nous enlevons les Martiniquais qui sont aujourd'hui otages de la grande distribution, pour faire qu'il y ait un réseau qui permette aux Martiniquais de s'alimenter et puis d'acheter les produits de nécessité courante ailleurs que dans ces grandes plateformes-là. Et puis il n'y a pas que ça, je pense que l'industrie, pourquoi la ligne politique stratégique n'est pas tout ce qui peut être fabriqué et transformé en Martinique ne l'est pas. Pourquoi ? Puisqu'on sait que la richesse, souvent, ce n'est pas les matières premières. Regardez comment l'Afrique est exploitée. Il faut non seulement les matières premières, mais même quand on ne les a pas, on peut les importer à droite à gauche, mais il faut être capable de les transformer sur place. Et puis aussi de vendre des services. Et nous avons toutes les compétences, toutes les ingénieries avec les Martiniquais sur place et dans le monde entier, diplômés, surdiplômés. Il paraît, c'est Pulvar qui disait ça, qui avait une étude sur ça, Marc Pulvar. Il disait que la Martinique est le 2e pays au monde après Israël où il y a le plus de diplômés au mètre carré. Je n'ai pas vérifié ça. Mais je sais que nous pouvons vendre dans la Caraïbe nos services d'ingénieurs pour l'eau, l'entretien de l'eau, la distribution de l'eau, par exemple, faire des réseaux, etc. Donc, l'industrie, et puis le marché avec la Caraïbe. Être capable d'importer ce qui nous convient, Caraïbes, Amérique, et d'exporter également tout ce que nous pouvons produire, aussi bien en production qu'en service. D'accord. Donc, l'industrie, et puis, et comment vous voyez les relations sociales dans cette Martinique de 2035 avec donc, une économie donc, qui est performante, qui est ouverte sur l'extérieur, qui mobilise des ressources humaines, donc des Martiniquais qui sont éparpillés un peu partout dans le monde, donc une mobilisation de la diaspora et de l'expertise martiniquaise. Et comment ça se passe au niveau social dans cette Martinique de 2035 Alors, vous avez raison de faire le lien entre les deux, parce que comment vous voulez que le social fonctionne bien quand il y a cette situation économique d'absolue dépendance, d'inégalité invraisemblable, Martinique, plus qu'ailleurs, je pense, à cause de l'histoire, évidemment, en partie. Et donc, il faut déjà que ça évolue. Donc, le niveau de pauvreté actuel, où il y a 74 000 personnes à peu près qui sont en dessous du seuil de pauvreté, où les agriculteurs sont en grande difficulté parce qu'ils ont travaillé comme pas possible pendant des décennies. Et la retraite moyenne d'un agriculteur, la retraite moyenne, je parle de moyenne, allez voir tout ce qui sont en dessous, c'est 575 € par mois. Vous pouvez vivre avec 575 € en Martinique. C'est incroyable. Donc, au moment où on vieillit plus vite, on est déjà d'ailleurs le département français, enfin entre guillemets, le plus vieux de vieux, ça nous impose des choses. Ça nous impose des obligations. Ça nous impose. Les jeunes qui aujourd'hui sont 50% sans diplôme, sans emploi, sans formation, qui sont au chômage, comment voulez-vous que ça aille bien ? Ils ouvrent la porte à la drogue, à la violence quand c'est possible, sinon, voilà, ça dérape. Et quelle relation donc, dans les entreprises, en fait, dans les organisations, donc, dans les collectivités territoriales, dans les associations, dans les services de l'État, quelle relation entre les salariés et leur hiérarchie ? Je rappelle que vous avez été secrétaire général de la CDMT pendant plusieurs années, je crois, plus de 20 ans, je crois. 20 ans. Donc, comment vous voyez justement les relations sociales au travail ? Comment ça se passe en 2035, selon ce que vous souhaitez ? Alors, moi, j'aimerais bien les choses suivantes. Un, que les dirigeants ne considèrent pas que leur relation sociale, précisément, ou la relation
que le droit du travail, tout cet aspect-là, c'est de l'anecdote, c'est de l'anecdotique. C'est un outil d'investissement. Donc, il faut que les dirigeants, aussi bien dans l'administration que dans le privé, s'informent des droits et respectent les droits, respectent les conventions collectives. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai jamais eu un jour de grève à l'ARS en plus de 10 ans de gestion de la DSDS puis de l'ARS. Oui, puisque vous avez été donc directeur général de l'ARS. Absolument. En Martinique et aussi, je crois, dans d'autres voilà. sur d'autres territoires. Parce que j'ai dit aux salariés, aux agents, que étant ancien syndicaliste et n'ayant pas du tout rompu avec mes idées, je leur accordais pour tout ce qui relevait de ma compétence, toujours le droit plus un, de façon à être toujours en avance, de façon légale, bien sûr. D'où, par exemple, le fait que je pense que j'étais le seul de France et de Navarre à accorder une demi-journée aux femmes de l'ARS pour aller aux manifestations autour du 8 mars, par exemple. Et en invitant des associations de femmes, l'UFM, etc., pas seulement d'ailleurs, l'association de Georges Arnaud, pour faire des exposés à l'ARS devant tout le monde et tout ça. Donc les tenues, enfin un certain nombre de choses. Donc je pense que respecter le droit, respecter les salariés, ne pas penser, ne pas confondre entre autorité et autoritarisme. On ne gère pas au XXIe siècle des gens comme c'était fait au début du XXe siècle. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Martiniquais, il est instruit. Les salariés sont instruits. Parce qu'ils ont de la dignité comme tout le monde. Parce qu'ils ont des idées sur le travail et sur la production à faire, qui peuvent rendre grand service d'ailleurs à l'entreprise ou à l'administration. Et puis parce qu'il faut que ceux qui dirigent, des directeurs aux agents, aux cadres, soient exemplaires. Quand le cadre n'est pas exemplaire, il n'a pas d'autorité. Parce que lui-même, il passe à côté. Lui-même, il fait dans un tourloupe, etc. Donc il faut commencer par être compétent. On ne peut pas tout savoir. Si on ne sait pas, on dit « je vais chercher, je t'apporterai la réponse ». Et le salarié te respecte. Quand tu lui dis « je ne sais pas, mais je cherche et je t'apporte la réponse, je t'accompagne, je t'aide ». Mais il faut avoir le courage de le faire. Donc j'entends donc bien sûr respect des droits, respect de la dignité, respect de l'intelligence. Absolument. Et puis aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Dans la posture de direction, donc admettre qu'on ne sait pas tout, mais qu'on va chercher et qu'on va... Voilà, être authentique et être juste. Être juste. Ne pas avoir de clan pour faire privilégier ceux-là et pas ceux-là, etc. Et puis donc, ça demande quoi? Ça demande aussi de la formation. Ça demande de la formation, ça demande du travail. Le travail, Marx disait qu'il était aliéné, ok. Mais il disait en même temps que le travail, c'est indispensable à l'épanouissement humain. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'humanité sans travail. Donc, ce n'est pas le travail qui pose le problème. C'est ce qu'on fait des fruits du travail. Les inégalités à cause de la préemption des fruits du travail des salariés. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que partout, y compris parce qu'on a un tissu de très petites entreprises, on imagine et on puisse mettre en place une représentation salariale respectueuse partout et qui, régulièrement, rencontre le patronat et permettent à la Martinique d'avancer et d'apaiser le relationnel pour prévenir les conflits et pas l'inverse. D'accord. Donc, et au-delà de l'entreprise, vous avez évoqué donc, dans vos précédents propos la question de l'histoire, de la mémoire, d'une société apaisée. Comment vous voyez la société martiniquaise de 2035, la relation entre les différentes communautés qui composent cette communauté martiniquaise? Alors, je souhaiterais que, franchement, elle soit apaisée, la société, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et sinon, les risques, c'est des risques de guerre civile, quoi. Donc, il faut qu'elle soit apaisée. Pour ça, il y a des conditions. Les conditions économiques, on les a vues, hein, oui. Les conditions d'engagement des uns des autres et tout. Donc, je pense qu'il faut se dire que le cap des politiques comme des responsables d'entreprise et tout doit être la lutte contre les inégalités. C'est le cœur de la violence actuelle, qui n'est pas une violence, je veux dire, seulement physique, hein, la violence morale, la violence mentale, la violence psychologique actuelle. Ça n'est plus possible que ça dure. Je souhaite donc qu'il y ait un sacré progrès en matière d'éducation, de niveau scolaire, d'adaptation des programmes scolaires pour que les jeunes puissent se sentir bien et avoir envie d'apprendre et d'être compétents pour développer le pays et ne pas attendre sur l'assistance, les allocations, l'État qui peut tout, etc. Ça, c'est fondamental. À côté, ça se passe ça comme ça. Le relationnel au travail est un peu différent. Ensuite, je pense qu'on doit faire officiellement appel aux Martiniquais très compétents qui sont à l'extérieur.
en leur offrant un certain nombre d'avantages. En France, on vous donne des avantages pas possibles pour vous installer dans certaines communes délaissées et tout. Il faut faire la même chose de façon... Mais ça a commencé quand même, hein, avec les engagements de la CTM, de Catherine qu'on connaît aussi sur le retour au pays. Mais il faut vraiment que ce soit une ligne. C'est-à-dire que les Martiniquais qualifiés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, en Asie, reviennent pour aider le pays à se développer. Il faut la réparation quelque part, que ce dossier aille loin sur la mise à disposition des terres, et il faut apaiser la relation avec les béquets. C'est la réparation de quoi, par qui, comment? Alors, j'ai employé ce terme, j'ai décrit un peu pour aller vite, mais je crois que tant qu'on n'a pas crevé l'abcès avec les héritiers, j'aime pas dire les béquets, parce que ça fait comme si c'est tout le monde il est pareil une fois qu'on a cette identité. C'est faux. Hein, bon, moi je suis antiraciste, et donc il faut être antiraciste partout et avec tout le monde. Donc je ne parle pas des béquets, je parle des héritiers de l'exploitation coloniale. Bon, ils sont héritiers, bien malgré eux au départ, mais ils sont héritiers. Donc si vous héritez d'une exploitation, pendant quand même plus de 2 siècles de travail gratuit, qui a accumulé des richesses et qui vous les a confiées, en plus on vous a indemnisé scandaleusement pour ça, au lieu d'indemniser les esclaves, quelque part, vous êtes mis dans un statut de receleur. OK? Donc, vous ne pouvez pas dire, on est tous des Martiniquais, vivons bien ensemble, arrêtez d'être sauvages ou d'être méchants ou d'être violents ou de ne pas nous aimer. Il faut pour cela qu'il y ait, ça a été fait en Afrique du Sud, Commission de la réconciliation, des conférences qui se mettent en place. Quand je dis conférences, c'est pas du blabla, hein, des rencontres qui se mettent en place entre communautés, avec des représentants pour discuter de ça et reconnaître tout ce qui s'est fait et condamner le racisme, arrêter l'apartheid dans le mode de vie. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, on vit sur 1000 km², d'accord? Bon, on n'est pas très nombreux. Vous savez quand est-ce j'ai rencontré et j'ai adressé la parole pour la première fois à une dame, à une femme béquée? Vous aviez quel âge? J'étais directeur de l'ARS. Je n'avais jamais eu l'occasion ni de rencontrer, ni d'adresser la parole à une personne béquée de sexe féminin. C'est incroyable, mais je m'en suis rendu compte après. C'est de la folie. Ça veut dire qu'il y a dans ce pays un apartheid tellement efficace que je sais ce qui se passe, parce que c'est un béquet antiraciste même qui va l'expliquer. Je dis, tu sais pas comment on fait? Ils font. Bah, lui, il était contre comment ils font. Eh ben, écoutez, tant qu'ils sont en classe primaire, ils permettent aux enfants de jouer ensemble, de s'inviter les uns les autres et tout. Dès qu'ils passent au collège, vous n'êtes pas invités chez eux. Ils ne vous invitent pas. Et ils ne viennent pas chez vous. Donc vous n'avez pas la capacité matérielle, physique, d'avoir une relation ou des relations entre des jeunes non béqués en Martinique et des filles béquées en Martinique. D'accord, donc pour vous... Et c'est fait à dessein. Dans la Martinique de 2035, on vit dans une Martinique où les inégalités sont combattues, et même le combat de l'égalité progresse très très bien. On est dans une Martinique où la question des réparations a avancé, tout à fait. Et donc où les héritiers des esclavagistes ont avancé sur cette notion-là, et puis où les communautés, en fait, s'interconnectent, quoi, se connectent, vivent vraiment ensemble. Je pense que les béquets doivent prendre conscience qu'ils doivent sortir, eux, de leur prison. Eux, ils sont emprisonnés. Et ils prennent conscience de la richesse du contact humain et de l'universel. Et il faut qu'ils soient sortis de leur prison. Mais pas simplement verbalement. Il faut des actes. Donc la reconnaissance, etc., les échanges, comme on a dit, l'ouverture du mode de vie et d'accès à la culture martiniquaise, de partage de la culture martiniquaise, mais aussi des actes concrets en termes économiques et tout. Toutes ces terres en friche dont vous avez hérité, elles doivent être mises à la disposition des jeunes Martiniquais, agriculteurs et tout. La collectivité doit bénéficier peut-être de retours et de l'État et des riches béquets pour alimenter les infrastructures publiques martiniquaises. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça que je pense. Très bien. Et si on arrive à ça, là, vous verrez que la société sera apaisée et que tout le monde vivra mieux ensemble. Alors, Monsieur Ursulé, je ne peux pas ne pas vous interroger sur un de vos domaines d'expertise qui est la santé. Donc,
pour vous, donc, en Martinique, en 2035, quelle santé en Martinique? Qu'est-ce que vous souhaitez comme organisation, comme infrastructure de santé en Martinique en 2035? Bon, alors là, il faudrait 2-3 émissions comme ça. Pour... Oui, alors, on arrive au terme de l'émission. Je vais la faire très vite Oui. en 6 points, je pense, qui sont clés pour moi. Bon, et je suis prêt à en débattre avec tous les grands spécialistes martiniquais qui existent évidemment. Alors, premièrement, il faudrait renverser les choses. Il faudrait beaucoup plus de prévention que de soins. Parce que nous sommes partis dans le modèle occidental qui n'est pas forcément le meilleur, même si je respecte la médecine performante qu'il y a vraiment en France et en Europe et aux États-Unis, mais la question n'est pas là. Il faut plus de la preuve, regardez comment Cuba fait bien sans les mêmes moyens. Donc il faut beaucoup plus de prévention, d'éducation. 6,5 millions quand j'étais là pour la prévention et l'éducation. Le budget de la MENAR, c'est 400 millions d'euros. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui. Donc je ne dis pas qu'il faut qu'on peut faire accorder ces moyens de prévention, mais la prévention, l'éducation de la population, qui a un autre rapport avec la santé, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis mettre des infrastructures différentes, c'est-à-dire, par exemple, des centres de structures périphériques aux hôpitaux qui comportent à la fois des soignants pluridisciplinaires, mais aussi des assistantes sociales pour être en contact avec la population, des éducateurs et tout, des services comment dire, de polyvalents, d'équipes mobiles, par exemple, en termes de psychiatrie et tout. Donc il faut ça. La prévention, la démographie médicale, travailler dessus pour ramener... Alors on a à peu près le même nombre de généralistes qu'en France, un petit peu moins, mais beaucoup, 2 fois, presque 2 fois moins par habitant. Oui. Mais près de 2 fois moins de spécialistes, notamment des ophtalmos. Donc travailler sur cela en intéressant les étudiants martiniquais dès le départ, en les accompagnant et en faisant des contrats avec eux pour le retour, et puis en intéressant d'autres personnes qui pourraient venir. L'hôpital, là aussi, beaucoup est à attendre de l'État, parce que le mode de tarification est erroné. Des prises en charge sur un petit territoire pour des disciplines pointues hyper coûteuses ne sont pas compensées suffisamment. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prise en compte ce qu'on appelle le coefficient géographique, tout ça, donc ça doit progresser. Les structures de soins, encore une fois, on doit les diversifier. Pensez à la prise en charge des personnes âgées, parce que si on ne les prend pas en charge correctement, elles vont se retrouver à l'hôpital et encombrer les lits d'hôpital. Donc, il faut être inventif. Famille d'accueil, autrement, formée, structure en étoile, avec un centre qui les prend en charge, mais des petites unités qui sont coordonnées, etc. Et puis la coopération avec la Caraïbe, ça me paraît stratégique. Il y a 40 millions de personnes en Caraïbes, ils vont à Bogota ou ils vont aux États-Unis. J'ai fait les calculs, ils payent plus de 2 fois le coût ce qu'ils auraient payé ici. Donc c'est un avenir. Mais à l'époque, j'ai été bloqué par la direction des Affaires étrangères du ministère de la Santé sur la coopération Caraïbe. J'avais signé un accord avec la ministre de Sainte-Lucie. Il faut revoir ça en accord avec la CTM et pour avancer sur un chantier comme celui-là. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Christian Yossulet, d'avoir un peu dessiné votre Martinique idéale de 2035. Mais vous voyez que c'est du travail. Oui, il y a beaucoup de travail. Et donc, mobiliser l'esprit de service dont on parlait. Absolument. Et puis, donc, pour la dernière question, ce sera, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes militant du bien public, qu'est-ce que vous entreprenez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous écrivez justement pour participer, contribuer à diriger la Martinique vers cet horizon que vous avez dessiné? Alors, vous savez, aujourd'hui, j'ai effectivement un peu plus de temps. Parce que vous êtes à la retraite, hein? Syndicaliste. J'étais syndicaliste tout en étant inspecteur à temps plein de la NAS. Donc, je n'avais absolument aucun temps pour moi, et je le regrette d'ailleurs, même pour mes enfants. Directeur de l'ARS, vous n'avez aucun temps pour vous, même pas le week-end, mais parfois même pas la nuit. Bon, j'ai un peu de temps. Donc, je réfléchis, j'écris sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup. Oui, on reçoit beaucoup de constitutions, notamment sur la crise actuelle. Y compris sur l'actualité. Oui. Bon, mais je vais vous faire une confidence. J'étais un élève des droits glissants. D'accord. Avec qui j'ai eu des relations pendant 3 ans, y compris après le bac, y compris en français après le bac de français. Il nous a fait des cours à 4-5 élèves qui avaient de très bonnes relations avec lui pendant 1 an. Oui. Donc, je n'ai jamais pu me consacrer à l'écriture et à la littérature parce que j'étais tellement pris par le travail militant, enfin l'écriture aussi, militante et administrative. Aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, je le fais sur les réseaux sociaux,
mais j'ai l'ambition d'écrire pour autre chose aussi. Ah, ça c'est un scoop là. Donc, Et y compris alors je termine un ouvrage que j'ai commencé, qui n'est pas du tout lié au social et à ce genre de choses, à l'économie, mais je voudrais laisser des traces aussi sur mon passage dans le monde syndical, mon passage dans la haute administration française pour aider les jeunes martiniquais qui arrivent à ce niveau-là, et puis quelques voyages militants que j'ai faits extrêmement difficiles en Colombie et puis à Haïti pendant des années avec la centrale syndicale des travailleurs haïtiens. Donc j'espère écrire pour laisser des traces sur ça, et puis autre chose qui m'intéresse, on aura le temps de voir. Très bien, donc merci beaucoup pour cet esprit de service qui continue de vous animer, puisque vous êtes encore dans la transmission, si j'ai bien compris. Donc merci, Monsieur Christian Ursulé, de vous être livré à cet exercice-là. C'était avec un plaisir. Trop rapide, bien sûr, sur votre Martinique de 2035. Et merci de nous avoir fait voyager dans un avenir optimiste, collectif. Alors, il ne faut pas être étourdi devant l'ampleur du problème. Il faut toujours être optimiste et dire qu'on va réussir, qu'on ira devant. Et puis, il faut faire confiance à l'inattendu. C'est Edgar Morin qui disait ça. Et à l'imprévisible. À l'imprévisible et à l'inattendu, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci, très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, de votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Matinique 2035. Qui ça nous l'est? À bientôt.